sommes le 8 février 2009 au Staples Center de Los Angeles à la 51e cérémonie des Grammy Awards. Et sur la scène, une grosse performance rap. T.I., Jay-Z, Kanye West, Lil Wayne interprètent Swagger Like Us avec au refrain une rappeuse londonienne en plein essor, M.I.A. En 2007, elle a tout cassé avec le single Paper Planes. Ce soir de 2009, elle est sur le toit du monde, elle chante, personne ici n'a plus de swag que nous et on peut dire que ça s'applique surtout à elle parce qu'elle est là, elle performe avec des grosses têtes et elle est enceinte de 9 mois comme une guerrière et on pourrait se dire que maintenant elle ne fait que monter, les années 2010 vont être à elle et pourtant après le succès du single Paper Plane, la carrière de M.I.A. ne sera plus jamais la même et dans cette vidéo on va chercher à comprendre pourquoi. Est-ce que finalement Paper Plane c'était juste un accident dans sa carrière ou est-ce que elle a un peu saboté sa carrière elle-même ou est-ce qu'on l'a un peu aidé à saboter sa carrière parce que elle s'est fait des ennemis puissants? C'est ce que nous allons chercher à comprendre dans cette vidéo. Mais pour bien comprendre l'histoire de M.I.A., il faut remonter à son commencement. Nous sommes le 18 juillet 1975 à Londres. Une petite fille vient de naître prénommée Matangi Arul Pragasam. Les deux parents de Matangi sont sri-lankais d'ethnie tamoule. Le Sri Lanka, donc une île au sud de l'Inde, qui est divisée en deux ethnies. L'ethnie singalaise qui est bouddhiste et qui est majoritaire et l'ethnie tamoule qui est hindouiste et qui est minoritaire. Et le père Arul va jouer un rôle fondamental dans le mouvement indépendantiste des Tamouls au Sri Lanka. Quand Matangi est âgée de seulement 6 mois, la famille repart au Sri Lanka et en 1983, quand elle a 8 ans, eh bien, la guerre civile éclate et la famille part se réfugier en Inde, sauf le père qui reste pour mener les opérations. La petite Matangi voit donc très peu son père et quand elle le voit occasionnellement, il se fait passer pour un oncle afin de ne pas mettre sa famille en danger. Puis la famille retourne au Sri Lanka, à Jaffna, mais l'école est bombardée et la famille de Matangi particulièrement est persécutée parce qu'ils savent quel rôle a le père dans la rébellion tamoule et les Tamouls finissent par se cotiser pour permettre à la famille de fuir, de partir donc au Royaume-Uni. C'est en 86, une semaine avant le 11e anniversaire de Matangi, que la famille prend l'avion qui les amène à Londres où elle va désormais passer le reste de sa jeunesse. Et elle décrira par la suite cet environnement comme un environnement très raciste et discriminant, sachant que à cette époque, dans les années 80, en Angleterre, il n'y a pas encore autant de familles asiatiques qui sont présentes et donc c'est à ce moment-là, sur le conseil d'une tante, qu'elle va prendre le pseudonyme Maya parce que ses camarades de classe ont tout simplement du mal à prononcer son véritable prénom. Dans cette vie un peu difficile, Maya trouve refuge dans la musique et tous les soirs elle s'endort en écoutant son poste radio. Elle écoute les pop stars de l'époque, elle écoute Madonna, elle écoute Whitney Houston, elle écoute Michael Jackson. Mais elle raconte qu'à un moment donné elle se fait voler son poste radio et donc elle se retrouve pour la première fois à s'endormir sans sa musique et c'est là qu'elle entend la musique jouée par son voisin et cette musique c'est du hip-hop, c'est plus précisément Public Enemy. Et c'est ça qui va l'influencer, c'est son premier vrai contact avec le hip-hop. Dans sa jeunesse, Maya trouve refuge dans les excès de la jeunesse, donc elle va dans les soirées dancehall jamaïcaines, elle va aussi en rave party avec ses potes, elle consomme des substances récréatives, elle fait un peu des bêtises, tout ça, mais ça reste quelqu'un d'assez brillant et elle finit au moment d'aller à l'université par décrocher une entrée pour une prestigieuse école d'art qui s'appelle l'école d'art du Central St. Martin's. Central St. Martin's wasn't very diverse. There were no black people or brown people in our year at all, so she kind of stood out. C'est aussi à ce moment-là qu'elle se lie d'amitié avec la chanteuse du groupe Elastica qui lui demande de réaliser la pochette de leur deuxième album et de les suivre en tournée dans leur tournée américaine pour filmer un documentaire justement sur leur tournée. En tout cas, c'est là qu'elle rencontre le musicien Peaches qui lui transmet les connaissances concernant le séquenceur Roland 505 Groovebox. Et c'est là qu'elle commence à composer de la musique. En 2001, elle se rend dans son pays d'origine au Sri Lanka parce qu'elle veut faire un documentaire pour montrer aux gens
ce qui se passe là-bas, mais elle n'arrive pas vraiment à faire témoigner les gens parce que évidemment les gens ont peur des représailles et sur place elle est un peu harcelée par les autorités locales qui savent ce qu'elle veut faire et donc qui la persécutent un petit peu. Donc elle rentre en ayant vraiment qu'à moitié accompli sa mission et un peu dégoûtée. Elle commence à se lancer dans la musique et elle rencontre, je crois par le biais de MySpace, le producteur philadelphien Diplo avec lequel elle va avoir une assez longue relation sentimentale. En collaboration avec Diplo, eh bien elle sort sa première mixtape, Piracy Funds Terrorism, littéralement la piraterie finance le terrorisme. On annonce la couleur, on est sur des thématiques assez lourdes de sens, mais elle s'inspire aussi bien du dancehall, du raga dancehall que de la funk brésilienne, que du hip-hop. Et au début, elle est dans un tout petit label londonien indépendant, mais elle va aller faire une démo à un label un peu plus gros qui s'appelle XL Recordings et elle va leur faire une démo de ce qui va être son premier tube, à savoir Galang. Ça convainc XL Recordings, elle signe chez XL Recordings et c'est chez eux qu'elle va sortir son premier album que j'ai en ma possession, voilà, qui est là. Donc vous voyez des AK, des médailles militaires, des caractères arabes, des bombes, voilà. Vous avez des tigres qui sont les symboles du mouvement nationaliste tamoul. Le titre de l'album lui-même, c'est Arular, c'est le nom de guerre de son père et c'est pas par hasard qu'elle choisit ce nom-là, c'est pas juste pour rendre hommage à son père, c'est aussi pour reprendre contact avec lui et le père rentre en contact avec elle, il lui dit qu'il est très fier d'elle mais qu'elle change le nom de son album parce que ça ne le fait pas, elle ne va pas l'écouter et elle va garder ce nom-là. Dès le premier titre de l'album, elle assume complètement cette imagerie guerrière. Le premier single s'appelle Pull Up the People et elle s'y compare à une guerrière. Elle a affirmé que pour elle, la musique pop, ça parlait toujours de choses sans intérêt et qu'elle voulait faire de la musique qui parle de choses importantes sans en avoir l'air. Donc en même temps, une musique qui soit très dansante et ça marche parce que sa musique marche aux États-Unis et elle se dit dans sa tête, ils ont à peu près 1 an et demi avant de vraiment comprendre ce que je raconte et là, je pourrais peut-être commencer à avoir des problèmes. Parce que notamment dans le deuxième single qui sort de l'album qui s'appelle Sun Showers, qui est en apparence très doux dans la mélodie, dont le clip est tourné en Inde et qui fait un peu carte postale comme ça, et ben elle dit quand même comme l'OLP, je ne me rends pas. Et donc l'OLP, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'Organisation de la Libération de la Palestine. C'est l'ancien plus grand groupe armé palestinien qui était mené par Yasser Arafat. Et c'est pas non plus forcément par hasard que MIA choisit l'image de l'OLP, puisque son père, Arular, encore une fois, il est allé se former à un moment donné au Liban, dans les camps de l'OLP, pour se former à la guérilla, pour revenir au Sri Lanka et transmettre cela aux combattants tamouls. Et au début, ça ne lui pose pas trop de problèmes, comme je vous disais, les Américains peut-être ne comprennent pas encore complètement de quoi elle parle, mais elle est invitée aux États-Unis, elle fait des festivals comme Coachella où elle est d'ailleurs très très bien accueillie. Par contre, elle va rencontrer des problèmes de visa dès son deuxième album et pour son deuxième album, elle est déjà signée dans le grand label Interscope de Jimmy Iovine et donc elle rencontre des problèmes de visa. Au début, elle veut faire un album complet avec Timbaland, mais quand je vois le résultat, je me dis que finalement, c'était plutôt une bénédiction ces problèmes de visa parce que un album de MIA avec Timbaland, ça aurait été très cool, mais ça serait resté un album de MIA sur du Timbaland. À la place, au lieu d'aller aux États-Unis, elle a voyagé aux 4 coins du monde et elle a pris des influences des 4 coins du monde et elle a fait un album que je classe dans mes albums préférés et qui a même été classé à mon avis à juste titre par Rolling Stone Magazine comme le meilleur album de l'année 2007. Dès la première piste donc Bamboo Banga, elle se pose en voyageuse, elle affirme sa position de voyageuse en disant I'm a road runner. Et elle vient aussi s'affirmer en tant que cette voix du tiers-monde qui va toquer à la porte de l'Occident. Ça peut aussi être une référence au rap américain parce que le Hummer, c'est une voiture de luxe très prisée des rappeurs américains à cette période et c'est un peu peut-être une manière de dire voilà, vous les rappeurs matérialistes, etc. qui pensent qu'à montrer leur belle bagnole et leur grosse chaîne, je viens toquer à votre porte pour vous montrer quelle heure il est. Le premier single de l'album Bird Flu, donc le clip est tourné en Inde et c'est aussi enregistré en Inde et c'est très très symbolique de l'identité de cet album parce que également elle capte des voix de petites filles qui jouent ensemble.
et c'est comme si elle affirmait voilà, c'est le rap du tiers-monde, c'est le rap du ghetto mondial, on vient bouleverser un peu le game. Nous on rappe pas que pour les États-Unis ou même pour le Royaume-Uni, on rappe un peu pour tous les gens qui n'ont pas de voix dans cette musique. Globalement tous les continents sont représentés sur cet album. Tu as l'Afrique avec Hustle où elle invite African Boy, c'est un mec de Londres qui est d'origine nigériane qu'elle a connu via MySpace. Ensuite tu as l'Australie qui est représentée avec Mango Pickle Down River. Et enfin, peut-être le plus important, tu as le tube de l'album qui s'appelle Paper Planes et qui est produit entre autres par Diplo, mais aussi par Switch et par elle-même. Et ça, c'est un carton. La musique est tout aussi légère et évoque l'idée un peu de ces avions de papier. C'est chanté, c'est mélodieux, c'est doux et en même temps, les sujets qui sont évoqués ne sont pas évidents. Ça parle des réfugiés, ça parle de faux papiers et ça parle des préjugés qui sont souvent associés aux réfugiés, aux migrants dans les sociétés occidentales. Et donc cet album se vend bien, il se vend à 560 000 albums aux États-Unis, ce qui est pas mal, surtout pour une artiste britannique. Ses ventes ne font qu'augmenter drastiquement. Et pour la production de son troisième album, et ben là, elle vient d'accoucher de son enfant, donc plus question pour elle de faire le tour du monde. Elle voyage désormais par le biais de son ordinateur et elle veut faire un album sur les nouvelles technologies. C'est l'album le plus électronique de sa carrière, c'est aussi l'album avec les sonorités les plus agressives. C'est l'album Maya et je vous le dis direct, c'est l'album que j'aime le moins de sa carrière. Et le single qu'on va le plus retenir de cet album, c'est le single Born Free. Donc le clip a été réalisé par Romain Gavras et ça met en scène un monde imaginaire où les roux sont persécutés par un quelconque gouvernement et donc ils sont entassés dans des bus, ils sont exécutés et évidemment il y a un front de libération des roux qui s'est créé. Bon, le message est assez évident, mais le clip est vite censuré de YouTube, ce qu'elle considère comme quelque chose d'hypocrite parce que à côté de ça, il y a des vidéos de violence réelle qui continuent de circuler sur YouTube. La pochette du single, elle met en scène, elle montre une véritable exécution qui a lieu au Sri Lanka, mais le gouvernement sri-lankais botte en touche et dit que les images sont fausses. Un avocat décrypte les images et prouve qu'elles sont vraies, mais sa page Wikipédia est sabotée. Bref, ce qu'elle dit, elle, c'est que le gouvernement sri-lankais est très technophile et va tout faire pour lui faire la guerre justement sur Internet et pour saboter sa carrière. MIA is a great artist, but sorry, I think she is misinformed. It's best that she stay with what she's good at, which is music. À cette même période, il se passe plein de trucs, beaucoup de polémiques. Une journaliste du New York Times l'interview et en gros, elle va chercher à faire passer MIA un petit peu pour une révolutionnaire bidon, une bourgeoise qui fait la maline en gros parce que à ce moment-là, elle est en couple avec Benjamin Bronfman qui est le père de son enfant et qui est le fils d'un milliardaire qui est à la base un petit peu de l'industrie de la musique américaine et elle va pas apprécier du tout et suite à l'interview, elle va balancer le numéro de téléphone de la journaliste sur ses réseaux. Elle va poursuivre le bif avec le New York Times parce que peu de temps après, alors que la guerre civile au Sri Lanka vient de s'achever, le New York Times cite le Sri Lanka en numéro 1 de ses destinations de rêve pour l'été et là elle va publier sur Twitter encore une fois fuck le New York Times, etc. parce que elle voit vraiment rouge. Pareil, elle se rend au talk show d'Oprah Winfrey qui est un des plus grands talk shows d'Amérique et elle fait une photo avec Oprah Winfrey, mais elle confiera des années plus tard qu'à ce moment-là Oprah Winfrey ne voulait pas vraiment parler avec elle parce qu'elle l'a considérée comme une terroriste, bien qu'elle s'en défende. Et on peut se dire à ce moment-là que la stratégie du gouvernement sri-lankais a marché en fait, parce que petit à petit, elle se fait un peu pourrir et blacklister de tous les côtés, du moins aux États-Unis. Mais à ce moment-là, MIA est encore très loin d'être boycottée de partout, parce que pour son grand retour en 2012, Madonna, sur son album MDNA, décide d'inviter Nicki Minaj et MIA sur le titre Give Me All Your Lovin', qu'elles vont justement interpréter au Super Bowl, au grand concert du Super Bowl de cette année 2012. Et là, elle va commettre l'irréparable sur la scène du Super Bowl en faisant un doigt d'honneur à la caméra. Et la NFL va lui demander 16 millions de dollars de dommages et intérêts pour cet acte odieux. Il semble que la décision de la NFL soit purement politique. Selon ce qu'a dit MIA, seulement 222 plaintes avaient été reçues pour ce doigt d'honneur. Ça ne semble pas vraiment refléter l'avis du peuple américain sur cette question et ce serait encore une décision issue de quelques personnes très influentes. And actually, the honest truth is, the American people were not offended. Because I went in and I looked at all the complaints, there was 222. To be fair, that was
a corporate political thing. Et récemment, elle a affirmé qu'à cette époque, Jay-Z aurait cherché à la convaincre de payer. Et si on connaît un petit peu Jay-Z, c'est bizarre de lui dire ça parce qu'on sait très bien que Jay-Z, avec son sens des affaires, il aurait lui-même jamais accepté un tel move pour lui-même. Et ce qui est d'autant plus bizarre, c'est que quelques mois après ça, en avril 2012, MIA officialise sa signature en management chez Roc Nation de Jay-Z. Et moi, je me dis qu'avec un manager qui te donne des conseils pareils, c'était déjà dès le départ un peu perdu d'avance. 3 jours avant cette prestation au Super Bowl, MIA a sorti le clip de Bad Girls. Le clip c'est de la folie, d'ailleurs moi c'est mon clip préféré de tous les temps, et si vous trouvez qu'il y a un clip qui est mieux que Bad Girls, vous avez qu'à me le dire en commentaire, parce que moi perso je ne vois pas de clip meilleur que celui-là, avec ces femmes qui font de la bagnole dans le désert, qui font de la bagnole sur 2 roues. Elle montre une autre vision du monde arabo-musulman, elle montre en même temps une image de femme forte et indépendante. Ça a le potentiel d'être un truc explosif, et d'ailleurs en cumulant les vues, on obtient 200 millions de vues aujourd'hui, et on peut vraiment se dire que s'il y avait eu toute la promotion derrière, et si elle n'avait pas été boycottée par les radios, comme elle l'a dit plus tard, et les chiffres auraient pu être vertigineux. I think Bad Girls could have been as big as Paper Planes. I had like a better video for Bad Girls. I think it was a better song. But yeah, Bad Girls didn't get radio play because of my middle finger. Cependant, la sortie de son 4e album, Matangi, est sans cesse repoussée par son label qui trouve l'album, je cite, trop positif, et c'est uniquement parce qu'elle menace de le sortir sans l'aval de son label que le label finit par donner une date pour novembre 2013. Mais quand même, quand l'album sort, on est 2 ans quasiment après la sortie du clip de Bad Girls, et on pourrait se dire qu'elle n'a pas pu bénéficier comme elle aurait pu vraiment en bénéficier de ce single pour les ventes de l'album. Alors que musicalement, c'est un album très très bon qui aurait dû marquer son retour, mais clairement les ventes, les résultats commerciaux ne suivent pas. Et c'est une période difficile à tous les niveaux pour MIA, qui se sépare de son compagnon Benjamin Brofman et qui a la première querelle au sujet de la garde de l'enfant début 2013. Apparemment, elle aurait menacé de partir avec son fils en Angleterre, et c'est pour ça qu'elle a été assignée à résidence pendant 15 jours à Brooklyn. Et récemment, elle a clamé que à l'époque, Jay-Z, chez qui elle était managée, elle l'appelait à l'aide, il ne répondait pas. Roc Nation a bloqué toutes les communications avec elle à ce moment-là, et comme par hasard, juste après la sortie de l'album Matangi, fin 2013, elle annonce son départ de Roc Nation seulement 1 an et demi après qu'elle y soit rentrée. Alors la musique de Matangi, ça reste très expérimental, mais en soi elle a toujours fait de l'expérimental, donc ça aurait pu fonctionner, ça aurait dû fonctionner. C'est très électro, ça mélange des influences électro, des influences reggae, comme par exemple sur Double Bubble Trouble. Mais il y a beaucoup de singles qui ont été mal exploités sur cet album. Il y a Bring the Noise. Au niveau des thématiques, on est déjà beaucoup plus dans quelque chose de spirituel. Il y a le Om, la vibration Om qui est représentée. Donc elle se reconnecte un peu à ses racines dans la religion hindoue. Matangi What is that? Et Matangi, c'est son nom, c'est aussi la déesse du son, de la musique et de la parole. Et la déesse Matangi, elle est toujours représentée avec son sitar, son instrument de musique indien, et avec son perroquet, symbole de la parole, du don de la parole qui a été fait aux hommes. Bon, si elle a rompu son contrat avec Roc Nation, elle est toujours en contrat chez Interscope pour un dernier album qui va sortir en 2016 et qui s'appelle A.I.M. Le single phare de l'album, c'est Borders, qui fait évidemment référence à la crise des réfugiés qui a touché l'Europe au cours de l'année 2015, et Borders c'est le single qui marche le mieux, mais pareil, bon, ça n'a encore rien à voir avec le succès de Bad Girls. Et cet album finalement c'est un peu la revendication du statut de MIA en tant que migrante éternelle. Dans Survivor, elle fait apparaître Dieu, God, mais elle détourne G.O.D. en Gold Oil Dollars. G.O.D. Golden Oil and Dollars. Donc l'or, l'argent et le pétrole, on pourrait y voir une forme de blasphème, ou alors on peut y voir la dénonciation d'un faux dieu, une fausse idole présentée par la société capitaliste américaine. Et justement, dans cette quête de spiritualité, il va se passer un événement très important dans la vie de MIA, c'est que l'année suivante, en 2017, elle va rencontrer Jésus, et elle va devenir une newborn Christian, une nouvelle chrétienne, comme l'a fait sa mère avant elle en se convertissant au christianisme. En 2018, elle sort le documentaire Matangi
Maya MIA qui revient sur son parcours et qu'elle laisse un peu en héritage, en témoignage de ce qu'elle a accompli. En 2020, il y a le Covid-19, le confinement, et Matanguy prend position contre le vaccin et elle vit très mal le fait que son fils, qui soit américain et qui soit resté aux États-Unis, soit vacciné contre son consentement. En 2022, elle sort l'album Mata qui n'est plus chez Interscope mais qui est sur un label jamaïcain qui s'appelle Island Records. Il y a beaucoup de pistes qui sont uniquement musicales. Elle évoque pas mal la religion. Elle dit pourquoi est-ce que tu cherches l'élu quand c'est déjà fait. Mais il faut attendre la fin de l'album pour avoir des vraies références très explicites au christianisme et à la Bible. MIA donc a encore des problèmes de visa, elle n'arrive pas à voir son fils, elle est dans la sauce à cause de ses propos sur le vaccin. Bref, à ce moment-là, elle a plus du tout le vent en poupe. Et là récemment, donc sur Twitter, elle a interpellé les États-Unis pour demander à ce qu'on lui donne son visa pour qu'elle puisse aller voir son fils, pour qu'elle puisse passer le Noël 2023 avec son fils. Et apparemment, à ce moment-là, elle n'obtient pas gain de cause. Et c'est à ce moment-là, le 25 décembre 2023, qu'elle sort son tout dernier projet, qui n'est pas un album, qui est une mixtape et qui s'appelle Omni Bells Collection. Donc Bells, ça fait référence aux cloches, c'est encore une référence au christianisme, et la pochette, vous pouvez le voir, c'est un détail de Et Dieu créa l'homme, et c'est une référence également évidemment au christianisme, à la création de l'homme par Dieu. Le premier son s'appelle Never Alone, jamais seul. Le deuxième s'appelle Amen, Amen. Ensuite, encore une fois, il y a beaucoup de musique sans parole. Le morceau Free Pali, donc Free Palestine, qui fait évidemment référence à la Palestine. Il y a une prière où elle fait en quelque sorte ses vœux pour l'année suivante. See my kid, free Palestine. Elle a fêté les 15 ans de son fils sans lui, elle lui a fait une déclaration sur les réseaux en disant qu'elle le verrait bientôt. Elle interpellait toujours le gouvernement américain et jusqu'à qu'elle publie finalement une publication sur son Twitter au début du mois de mai où elle dit que finalement elle a enfin pu avoir son visa et donc on imagine qu'elle a finalement pu voir son fils, donc cette histoire finit bien. Franchement, son parcours me paraît assez héroïque dans un sens et je vais m'expliquer sur le sens du mot héroïque. Un héros dans l'Antiquité grecque et dans les mythes, c'était une personne souvent d'ascendance divine certes mais immortelle malgré tout. Et le héros, l'exemple parfait c'est Ulysse, et en fait quand il a pris la ville de Troie, il s'est mis beaucoup de dieux à dos, notamment le dieu Poséidon qui va tout faire pour l'empêcher de rentrer chez lui, retrouver sa famille. Ulysse va mettre des années à rentrer chez lui, il va perdre tout son équipage, il va perdre son bateau, il va perdre toutes ses richesses, mais finalement il va être très affaibli, mais il va enfin retrouver son rivage natal et il va retrouver sa femme Pénélope et son fils Télémaque. Et le parallèle avec la carrière de MIA est évident, elle s'est attaquée à des gens puissants, elle a dit des choses qui n'ont pas plu à tout le monde, donc on a un peu détruit sa carrière alors qu'elle avait complètement le vent en poupe. À la manière d'Ulysse, on a tout détruit de ce qu'elle avait, mais malgré tout, finalement à la fin, son but ultime, c'est pas d'avoir une grosse carrière dans la musique, c'est même pas de dénoncer des choses ou de changer le monde. Son but ultime, c'est aussi simple que de retrouver son fils. Et donc si elle a pu retrouver son fils, et ben j'en suis content pour elle, et tout ce que je peux lui souhaiter, c'est qu'elle puisse passer des moments heureux avec son fils et qu'elle puisse être heureuse tout simplement. Je reste convaincu que ça reste l'un des artistes les plus talentueux qu'on a connu de cette génération-là, et bon, qui malheureusement n'a peut-être pas eu tout ce qu'elle méritait dans la musique. En tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si vous connaissiez toute cette histoire, si vous connaissiez la carrière de MIA, si vous aimez cet artiste, quelles sont vos chansons préférées de cet artiste, et voilà, surtout si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne pour soutenir et ne rien louper des prochaines vidéos, mettez un pouce bleu, mettez un petit commentaire pour le référencement, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. See you later.